beaucoup. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir donc pour nous parler de l'ex mercatoria en matière d'arbitrage maritime, le professeur Gaël Piette et Maître Aboubacar Fall. Le professeur Gaël Piette est professeur de droit privé à l'Université de Bordeaux. Il est arbitre maritime à la Chambre arbitrale maritime de Paris, la CAMP, et responsable du master droit des transports. Il est également membre du Centre de recherche et de documentation européenne et internationale à l'Université de Bordeaux et membre associé de l'IRJS à l'Université de la Sorbonne. Et Maître Aboubacar Fall, que je suis en particulier heureuse d'accueillir ici puisqu'il est membre du club de l'arbitrage. Maître Aboubacar Fall est docteur en droit des affaires internationales de l'Université de Rouen. Il est avocat associé à la SCP AF Légal au barreau du Sénégal, membre titulaire du Comité maritime international, le CMI, et président de l'Association sénégalaise du droit des activités maritimes, l'ASDAM. Il est aussi membre de plusieurs institutions d'arbitrage. Monsieur le professeur et cher maître, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et vous nous présenterez en premier, pour le professeur Gaël Piette, un point de vue théorique sur la lex mercatoria, la lex maritima et l'arbitrage maritime. Et dans un second temps, Maître Aboubacar Fall nous parlera ensuite d'un exemple concret de recours à la lex mercatoria dans l'arbitrage maritime. Chaque intervention durera 20 minutes et nous réserverons une quarantaine de minutes de questions avec l'auditoire, que je remercierai bien en attendant cette étape de questions de bien vouloir fermer les micros pendant les interventions. Et vous pouvez tout à fait, bien sûr, poser vos questions à l'écrit en attendant ou les réserver pour la discussion orale de tout à l'heure. Avant de lancer les interventions et sans empiéter sur les sujets de nos intervenants, je vais simplement rappeler l'intérêt, ou plutôt l'un des nombreux intérêts de la question qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'inscrit dans la rencontre entre le droit maritime et l'arbitrage. L'arbitrage est une voie juridictionnelle privée de règlement des litiges qui est très utilisée en matière maritime. Or, en vertu de nombreuses législations et de nombreux règlements d'arbitrage, les arbitres sont priés de juger en tenant compte des usages du commerce. Et peut-être que c'est là une porte d'entrée, et peut-être une porte d'entrée parmi d'autres, de la lex mercatoria en matière maritime. Je laisserai de ce pas au professeur Gaël Piette le soin de nous en dire plus sur la lex mercatoria, la lex maritima et l'arbitrage maritime. Merci, Madame la Présidente. Merci au Club de l'arbitrage pour cette invitation. Et puis, merci également pour son invitation à l'Association togolaise de droit maritime, association avec laquelle, finalement, j'ai une certaine proximité intellectuelle, puisqu'il y a deux doctorants dont j'ai le plaisir d'encadrer la thèse dans le comité de direction, à savoir messieurs Gagnassi et Soyizou. Donc, c'est finalement toujours un plaisir de voir ces doctorants actifs dans ce genre de structure et d'association. Si vous me le permettez aussi, je voudrais prendre juste quelques secondes à titre liminaire pour rendre ici un hommage à Emmanuel Gaillard qui nous a quittés au début du mois d'avril, qui, comme chacun le sait, était un éminent spécialiste de droit de l'arbitrage, qui nous a quittés de manière très brutale. Et donc, je voudrais très modestement lui dédier mes quelques mots d'aujourd'hui. Alors, avant d'étudier les sentences arbitrales, ce que fera Maître Fall juste après moi, il me semble que s'intéresser aux relations qu'entretiennent la lex mercatoria et l'arbitrage maritime revient finalement, suppose, d'examiner quatre questions. Quatre questions qui sont les suivantes. Qu'est-ce que la lex mercatoria? Est-ce que la lex mercatoria existe en droit maritime? Est-ce que l'arbitre doit la prendre en considération? Et puis enfin, quel est l'intérêt de la lex mercatoria pour l'arbitrage maritime? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la lex mercatoria?
C'est une question qui pourrait sembler très simple, mais qui en réalité est l'une des plus compliquées, parce que la notion elle-même fait débat. Si l'on regarde le dictionnaire de vocabulaire juridique de l'association Capitan, il nous est dit que c'est une expression reprise de l'histoire du droit du Moyen-Âge pour désigner le droit élaboré par les milieux professionnels du commerce international ou spontanément suivi par ces milieux indépendamment de tout droit étatique. Philippe Fouchard, lui, y voyait un ensemble de règles qui se forment, s'appliquent, se sanctionnent en dehors, en marge des cadres et des autorités étatiques, à l'intérieur de groupes humains plus vastes et plus réduits à la fois, qui ne se constituent pas au sein d'une nation, mais d'une ou plusieurs professions ou corporations, et plus largement d'une communauté internationale de commerçants. Alors, le concept même de lex mercatoria et presque son existence elle-même est l'objet de discussions qui sont bien connues entre les pros et les anti. Si on passe sur cette controverse et que l'on admet l'existence de la lex mercatoria, sinon à défaut, je pense que je peux m'arrêter tout de suite de parler, si l'on admet l'existence de la lex mercatoria, la question qui surgit immédiatement ensuite, c'est de savoir de quoi elle se compose. Quel est le contenu de ce droit, de cette lex, qui seraient des règles élaborées par les milieux professionnels du commerce. Alors, il n'est guère possible de dresser une liste des règles composant la lex mercatoria. Ce serait sûrement très long et nécessairement incomplet. Et finalement, l'idée, c'est que ces règles résultent davantage d'une méthode que d'une liste. Parce qu'il s'agit de règles qui apparaissent spontanément, qui n'ont pas été créées par un État. C'est une forme de droit anational. Et au premier rang de ces règles se trouvent les usages du commerce international, mais on peut également intégrer d'autres types de règles, des principes généraux du droit du commerce international ou même des règles suffisamment reprises dans les contrats pour qu'elles acquièrent une certaine importance. Alors ensuite, deuxième question, la lex mercatoria existe-t-elle en droit maritime? Et quel est son rôle? Alors je pense qu'ici, deux points méritent d'être mis en avant. D'abord, la lex mercatoria est présente en droit maritime. Philippe Kahn avait très justement remarqué que la lex mercatoria suppose des relations économiques internationales formalisées dans des contrats, mais qu'il faut également que les opérateurs du marché international constituent un milieu suffisamment homogène pour que les solidarités professionnelles se fassent sentir et que s'expriment des besoins comparables. Et force est de constater que le milieu maritime répond à cette idée. Le milieu maritime, il s'agit bien d'un milieu suffisamment homogène pour que des solidarités professionnelles se fassent sentir et que des besoins, sinon identiques, au moins comparables, soient éprouvés par les acteurs. Donc finalement, le milieu maritime lui-même, la sphère maritime, est un terrain propice à la lex mercatoria. Et la lex mercatoria, par sa généralité, comporte un certain nombre de règles qui ont vocation incontestablement à régir les relations maritimes. La force obligatoire des conventions, pacta sunt servanda, la bonne foi contractuelle, la force majeure, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Autant de règles qui sont très marquantes et qui illustrent bien la lex mercatoria et qui, on le voit, ont tout à fait vocation à s'appliquer à la question maritime. Donc la lex mercatoria, oui, est présente en droit maritime, mais il est même possible d'aller plus loin parce que
le droit maritime a, en quelque sorte, sa lex mercatoria en plus. Sa lex mercatoria, une lex mercatoria spécifique que l'on a pris l'habitude d'appeler la lex maritima pour bien montrer la proximité de construction idéologique avec la lex mercatoria et en même temps la spécificité maritime. William Tetley a écrit un article très intéressant sur la question, sur la General Maritime Law, qu'il concevait comme l'expression contemporaine de la lex maritima. Et il expliquait qu'il s'agit de coutumes, de codes, de conventions ou encore de pratiques maritimes suivies depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, sans être limitées par de quelconques frontières. Et ici, le contenu de cette lex maritima peut être à la fois très riche et très varié, ne serait-ce que parce que le droit maritime, chacun le sait, accorde une place très importante aux usages. Les questions de freinte de route, de décompte d'estaries, de calcul des surestaries, d'avaries communes, sont des questions qui laissent une grande place aux usages et, par votre conséquence, qui constituent le ciment d'une lex maritima. D'ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt déjà ancien de 1952, avait remarqué qu'en matière de droit maritime, les usages locaux possèdent une force obligatoire propre qu'ils tirent de la valeur même qui s'attache à la coutume et non de la volonté implicite des parties. Il s'ensuit qu'elles s'imposent à celles-ci, même s'ils n'ont pas été l'objet de leur acceptation volontaire tacite. Et finalement, ces usages, parfois locaux, mais qui sont partagés sur l'ensemble de la planète, finissent par devenir des usages du droit maritime. Alors ensuite, troisième question, l'arbitre doit-il prendre en considération la lex mercatoria? Alors là aussi, la question a donné lieu à débat et controverses et on comprend assez bien que finalement, les partisans de la lex mercatoria estimaient que l'arbitre doit la prendre en considération, quand les opposants à cette lex mercatoria, au contraire, préféraient refuser cette possibilité. Une affaire marquante en matière d'arbitrage semble avoir fixé les choses, c'est l'affaire Valenciana, dans laquelle la Cour d'appel de Paris avait estimé qu'un arbitre qui a appliqué les règles de la lex mercatoria dans le silence des parties n'a pas dépassé les termes de sa mission. Il n'a pas dépassé les termes de sa mission car ces dispositions de caractère international, et là je cite la Cour d'appel, ces dispositions de caractère international ont vocation, à défaut de compétences législatives déterminées, à s'appliquer pour la solution d'un litige. Il y a eu un pourvoi contre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en retenant que, en se référant à l'ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales, l'arbitre a statué en droit, ainsi qu'il en avait l'obligation conformément à l'acte de mission. Donc on le voit finalement, l'arbitre qui se fonde sur la lex mercatoria statue en droit. Il me semble que cette idée est fondamentale. Et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans votre propos introductif, les textes sont en ce sens également. L'article 1511 du Code de procédure civile français dispose qu'en matière d'arbitrage international, l'arbitre tient compte dans tous les cas des usages du commerce. On retrouve une idée semblable dans l'article 13 du règlement de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Les arbitres devront tenir compte des usages du commerce et, en cas d'arbitrage international, des usages du commerce international. C'est également une idée que l'on retrouve, par exemple, dans la loi type de la CNUTSI sur l'arbitrage ou encore dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de Genève de 1961. L'idée, toujours la même, les arbitres tiennent compte des usages du commerce. Alors,
C'est vrai que cette expression tenir compte n'est pas forcément la plus impérative que l'on puisse imaginer. Elle peut même sembler un petit peu molle, si vous me permettez cette expression. Mais attention, les textes écrivent tout de même que l'arbitre tient compte, et non pas que l'arbitre peut tenir compte. Donc, on est quand même, sans être peut-être dans la formulation la plus impérative qui soit, on est quand même dans une certaine forme de prescription. L'arbitre doit prendre en compte les usages, sauf évidemment si les parties le lui ont interdit. On se retrouve alors finalement avec quatre possibilités qui dépendent entièrement du contrat. Si les parties ont interdit le recours à la lex mercatoria, dans ce cas-là, l'arbitre ne peut pas l'appliquer. L'arbitre est tenu par la volonté des parties. À l'inverse, si les parties ont enjoint à l'arbitre de se référer à cette lex mercatoria, l'arbitre devra l'appliquer. Troisième possibilité, c'est celle dans laquelle les parties ont choisi une loi étatique pour régir leur contrat. Dans ce cas-là, évidemment, l'arbitre ne pourra pas y substituer la lex mercatoria, mais il peut quand même utiliser et se référer à la lex mercatoria à titre subsidiaire pour combler des lacunes ou des insuffisances, des silences de la loi choisie par les parties dans leur contrat. Et puis enfin, si les parties ont été totalement muettes sur la loi applicable, ce qui n'est pas l'hypothèse la plus fréquente, mais sait-on jamais, dans ce cas-là, l'arbitre doit pouvoir appliquer la lex mercatoria. Alors, ceci nous amène finalement à la quatrième et dernière question, qui est celle de savoir quel est l'intérêt de la lex mercatoria pour l'arbitrage maritime, pris dans une vision un peu plus macro-juridique, si vous me permettez cette expression. Alors, cet intérêt, il me semble qu'il est double, qu'il y a deux points à mettre en avant ici. Le premier, c'est que l'arbitre n'a pas qu'un rôle passif face à la lex mercatoria. Il ne s'agit pas simplement pour l'arbitre d'appliquer la lex mercatoria et c'est tout. Si on reprend l'un des articles fondateurs de la lex mercatoria, l'article de Berthold Goldman de 1961, Berthold Goldman écrivait « Il serait vain de chercher si les arbitres constatent ou élaborent la lex mercatoria, car les deux démarches sont intimement mêlées, comme chaque fois qu'un juge exerce une telle activité. » Alors, personnellement, je suis très réservé sur l'idée que l'arbitre pourrait créer les normes qui composent la lex mercatoria, parce que la lex mercatoria, ce sont des usages, des principes généraux qui n'ont pas attendu l'intervention d'un tribunal arbitral pour exister. Ce sont davantage des créations spontanées de la pratique. Mais la jurisprudence arbitrale peut néanmoins jouer un rôle d'identification et de compilation de la lex mercatoria, prise dans sa dimension d'ensemble. Un peu comme les juridictions étatiques recueillent les principes généraux du droit, les juridictions arbitrales peuvent recueillir la lex mercatoria. Ce qui fait que finalement, l'arbitre ne crée pas le contenu de la lex mercatoria, mais participe à l'élaboration du contenant. Le deuxième point que je voudrais souligner ici, c'est le rôle que peut jouer la lex mercatoria dans l'harmonisation de l'arbitrage maritime. Alors, on sait que l'unification du droit maritime est une question importante et c'est d'ailleurs l'objet du Comité maritime international, c'est l'article 1 de ses statuts. La lex mercatoria, elle, peut contribuer dans une certaine mesure à une harmonisation de l'arbitrage maritime, puisque finalement, si les tribunaux arbitraux, les différentes chambres arbitrales de la planète se réfèrent à ces principes généraux, à ces usages, à cette lex mercatoria,
on a ici une première forme d'unification du droit maritime et donc finalement peut-être aussi une première forme d'unification de leur interprétation. Mais ceci est finalement déjà presque une autre question. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces propos très intéressants sur un sujet qui est difficile, vous l'avez annoncé, et d'ailleurs qui fait très bien écho aux travaux d'Emmanuel Gaillard sur l'ordre juridique arbitral sur lequel il a beaucoup travaillé. Et peut-être qu'on pourra y revenir un peu plus tard dans la discussion. Je vais maintenant céder la parole à Maître Aboubacar Fall qui va nous parler du recours à la lex mercatoria dans l'arbitrage maritime. Il a un partage d'écran à nous faire. Est-ce que ici, Fou, tu peux lui autoriser le partage d'écran si c'est peut-être pas déjà fait? Oui, je vais le faire de suite. Alors, je pense que si tu cliques sur partager l'écran, tu as des options. Écran partagé. Très bien. Je pense que Maître Fall pourra partager l'écran maintenant. Ok, merci beaucoup. Maître Fall, vous nous entendez? On l'a perdu. Ah. Non, non, il est là, il a coupé son micro juste. Vous avez votre micro qui est coupé, Maître Aboubacar Fall. Ok. Maître Fall, vous avez votre micro qui est coupé. J'essaie de le désactiver. Je pense qu'il est désactivé maintenant. Très bien. Ça y est, vous m'entendez? Vous pouvez partager l'écran, vous avez la scène. C'est bon, on voit votre écran, Maître. C'est bon? Oui, c'est très bien. Oui, il faut mettre en diaporama si possible. Oui, dit diaporama, c'est vrai. J'oublie ensuite à partir de... Très Voilà. bien, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie l'association togolaise de droit maritime ainsi que le club de l'arbitrage de la faculté de l'Université d'Aix. Je voudrais, à la suite du professeur Piet, rendre un hommage vraiment très appuyé à quelqu'un que je considérais comme un ami, qui est le professeur Gaillard, puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer et d'avoir son amitié. Pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, nous avons échangé sur un projet justement d'organiser quelque chose en Afrique. Bref, j'ai participé récemment au livre qui a été ouvert par son cabinet d'avocat pour exprimer donc, tout le témoignage que moi-même et d'autres collègues ici au Sénégal avions l'intention de formuler à l'égard du professeur Gaillard pour lequel nous avons beaucoup d'estime. Donc, je voulais également rappeler que le sujet de la détention extractuelle du navire dans l'affairement au voyage, qui est le sujet que je vais développer tout à l'heure, a déjà fait l'objet d'un papier que j'avais présenté il y a assez longtemps à l'occasion du congrès international des arbitres maritimes à Paris. J'avais eu le privilège de pouvoir présenter ce papier parce que c'est un sujet qui me passionnait. J'ai eu l'occasion de travailler avec Patrick Simon, qui a été avec qui j'ai travaillé dans le cabinet de Maître Villeneuve Simon. C'est là où j'ai eu donc cette passion pour la question des usages dans le commerce maritime international. Et en particulier donc, dans la jurisprudence de la CNP et relativement à la notion de détention extractuelle du contrat extractuel du navire dans l'affairement au voyage. Donc j'ai eu ce privilège et j'ai pensé qu'il était intéressant, bien que les sentences aient été rendues il y a quelques années, je pensais qu'il était quand même toujours intéressant de reparler de cette notion de détention extracontractuelle du navire pour précisément illustrer ce que vient de dire le professeur Piet, à savoir qu'il existe bien une lex maritima, c'est-à-dire une
l'ex-Mercatoria propre au secteur maritime. Donc, je vais très rapidement exposer à titre illustratif quelques sentences de la Chambre d'habitat maritime de Paris, lesquelles sentences ont fait application de la Lex Mercatoria à l'occasion de l'exécution, encore une fois, de contrats d'affrètement au voyage. J'analyserai ensuite la règle de la détention extra-contractuelle du navire en examinant son régime juridique ainsi que la méthode de calcul de l'indemnité de détention. Parce que la notion de détention, comme nous allons le voir, est une notion qui a été rappelée par les arbitres parce qu'issue des pratiques ou de la pratique maritime internationale. Ensuite, nous passerons en revue quelques dispositions législatives ou conventionnelles qui valident l'application des usages du commerce international comme loi applicable à un contrat. C'est un peu ce qu'a rappelé tout à l'heure le professeur Piette, savoir les dispositions de différentes institutions d'arbitrage qui valident l'application des usages du commerce comme loi applicable à un contrat, surtout en matière de commerce international, donc les usages du commerce international. Enfin, j'évoquerai quelques considérations finales sur l'exécution et le contrôle juridictionnel de la sentence application de la Lex Mercatoria. Nous verrons justement que l'un des aspects de la Lex Mercatoria, c'est plutôt son acceptation par les usagers du secteur maritime, notamment ici, en l'espèce, le flotteur et la flotteur. Nous commencerons par une sentence, la première sentence que je vais évoquer, c'est la sentence Elias Angelakos. C'est une sentence de 1983 dont les faits sont les suivants. Le navire a été affrété pour un transport de cargaison du riz d'un port du Vietnam à 2 ports de la côte ouest africaine, selon une charte partie Sinacomex. La charte partie Sinacomex est une charte partie pour le transport de céréales, dont on dit d'ailleurs qu'elle est plutôt favorable aux affréteurs. On verra tout à l'heure comment les affréteurs ont été traités dans le cadre de l'application de cette charte Sinacomex. Le second port devait être désigné une fois que le navire serait arrivé à son premier port d'escale. Après avoir désigné le port de Lomé comme premier port, l'affréteur a changé d'avis et a désigné le port d'Abidjan où le navire est resté près d'1 mois. Puis, l'affréteur a désigné le port de Dakar pour y décharger la cargaison pour laquelle il venait de trouver un acheteur. Donc, quel était le problème juridique? Le problème portait sur le principe de l'allocation d'une indemnité au profit du propriétaire du navire, puisque l'affréteur avait tardé à désigner le second port de déchargement. Alors, le tribunal arbitral a statué et a estimé que l'affréteur avait violé les termes de la charte partie en tardant à désigner un second port. Et les arbitres en ont conclu qu'Abidjan devait être considéré comme étant le second port de déchargement. Quelle était la solution adoptée par les arbitres? Les arbitres ont décidé que l'affréteur au voyage doit accepter et assumer les aléas d'une opération de déchargement ainsi que le risque de la longue immobilisation que ces aléas peuvent entraîner. Et si les surestaries sont censées couvrir ce risque, elles n'ont pas vocation à supporter les conséquences d'une immobilisation dont la durée, c'est ça, je n'arrive pas à voir mon texte. Est-ce que vous voulez qu'on le lise, Maître? Non, parce que j'ai un problème, j'ai enlevé. Voilà. Dont la cause, c'est ça, une immobilisation dont la cause est indépendante du chargement lui-même. J'avais c'est quelque chose sur l'écran. Donc, je rappelle seulement que les arbitres ont considéré qu'il était juste que l'attente du navire à Abidjan soit l'objet d'une indemnisation plus élevée que celle procurée par les surestaries, puisque précisément les surestaries n'avaient pas vocation à couvrir l'immobilisation dont la cause est indépendante du chargement lui-même. Ça, c'est la sentence d'Elias Angelakos. Et une seconde sentence est celle relative au navire Managon. Les faits sont les suivants. Ce navire qui battait pavillon libérien a été affrété par charte partie Sinacomex pour un transport d'une cargaison de riz du port de Ho Chi Minh, au Vietnam, vers un ou plusieurs ports d'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, comme tout à l'heure, suivant les instructions de l'affréteur, le navire a fait route vers Cotonou, au Bénin, sans entrer dans les eaux territoriales. 6 jours plus tard,
le capitaine a reçu l'ordre de faire route vers Conakry, en Guinée, et de rester en dehors des eaux territoriales. Ce changement d'instruction est intervenu alors que le navire se trouvait à 2 jours de Cotonou. Le navire a donc attendu près de 3 semaines en dehors de Conakry avant d'entrer dans le port pour y décharger une partie de sa cargaison. Ce n'est que plus tard que le navire a fait route, une fois de plus, vers Cotonou. Je rappelle que le navire était déjà à Cotonou, dans les eaux territoriales, il n'y est pas entré, il a fait route vers la Guinée, sur l'instruction de l'affréteur, et ce n'est que 3 semaines après qu'il a déchargé une partie de sa cargaison à Conakry, et ensuite a fait route, une fois de plus, vers Cotonou, qui a été le premier port dans lequel il est déchargé. La décision des arbitres est la suivante. Les arbitres ont considéré que l'immobilisation du navire avait eu pour conséquence de considérer le navire comme un entrepôt flottant. C'est-à-dire que l'affréteur avait utilisé le navire comme un entrepôt flottant, et par conséquent, en vertu de la charte partie, il devait précisément charger et décharger dans les ports qu'il devait avoir désignés plutôt à l'avance, ce qu'il n'a pas fait. Il estime que ce dernier donc, avait engagé sa responsabilité à l'égard du propriétaire, qui lui était en droit de percevoir une indemnité de détention. Et pour expliquer sa décision, le tribunal arbitral a utilisé un raisonnement qui, à mon avis, résume tout à fait le principe de la détention en matière d'affrètement au voyage. Le tribunal arbitral a ainsi statué, en l'absence d'un accord approprié, l'affréteur n'est pas fondé à détourner un navire de son objet contractuel en le faisant attendre jusqu'à l'issue des négociations et du règlement de la vente d'une cargaison. L'affréteur aurait pu solliciter des facilités dans l'exécution de ses obligations contractuelles en recherchant l'accord du propriétaire sur les conditions d'une interruption du voyage telles qu'elles sont définies par une clause ad hoc appelée late orders ou stand-by orders. Donc, l'affréteur aurait dû demander, s'il savait qu'il devait négocier la vente de sa cargaison et qu'il devait exposer le navire à des délais hors les temps impartis par la charte partie, il aurait dû demander, par des clauses qui existent dans la charte partie, qu'on appelle des clauses late orders ou stand-by orders, demander donc les conditions d'une interruption du voyage, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'un tel accord n'a pas été demandé en l'espèce? Les arbitres ont considéré que l'affréteur avait dès lors outrepassé les droits que lui conférait la charte partie en donnant au navire des instructions qui signifiaient une interruption du voyage. Donc, analysons maintenant la notion de détention extra-contractuelle du navire. Quel est le régime juridique qui est applicable à cette règle? À titre de rappel, il faut se souvenir que la charte partie au voyage en particulier est généralement un contrat qui fixe des nombres de jours qu'on appelle lay days ou lay time, dans lesquels le navire doit être chargé ou déchargé selon le cas. Et dans ce contexte, les parties conviennent souvent d'un montant qui est appelé surestarie, on l'a appelé tout à l'heure, lequel montant sera payé par l'affréteur à titre de dommages et intérêts liquidés pour tout retard au-delà de ce lay time. Donc, c'est vraiment, les surestaries sont conçues pour réparer, si j'ai vu, en tout cas pour à titre de dommages et intérêts liquidés pour les retards occasionnés par l'affréteur à l'occasion du chargement ou du déchargement de sa cargaison. La nature juridique des surestaries est contractuelle, donc c'est ce qu'on vient de voir. En revanche, l'immobilisation du navire sort du cadre du contrat d'affrètement. Et à cet égard, on se rappelle tout à l'heure, à l'occasion de la sentence Elias Angelakos, le tribunal a estimé qu'il y a détention extra-contractuelle, dès lors que la cause de l'immobilisation est indépendante du déchargement lui-même. Dans une autre sentence qui n'a pas été rapportée ici, qu'on appelle la sentence du navire Sea Breeze, les arbitres avaient affiné la définition de la règle, cette règle de détention extra-contractuelle du navire, en indiquant qu'une immobilisation est extra-contractuelle lorsque l'utilisation du navire intervient en dehors des opérations de chargement et de déchargement et en dehors de l'attente éventuelle d'un poste d'amarrage dans les ports désignés par l'affréteur. C'est-à-dire donc que l'affréteur a la possibilité d'immobiliser le navire, au-delà des périodes qui sont imparties par la charte partie, dès lors qu'il s'agit
d'attente éventuelle d'un poste d'amarrage dans un port. Alors, la qualification de détention extra-contractuelle doit, en principe, sera rattaché à l'utilisation du navire pendant une période excessive. Et ce caractère excessif doit être apprécié par les arbitres en fonction des jours de relâche. Comme je l'ai tout à l'heure, en détenant le navire comme un entrepôt flottant, l'affréteur a rompu l'équilibre économique du contrat au détriment du propriétaire du navire. Et c'est la raison pour laquelle les arbitres ont considéré que cette détention ne faisait plus partie du contrat d'affrètement en tant que tel, et c'est ainsi qu'est née la justification de la notion de détention extra-contractuelle. Mais toutefois, si l'attente qui a donné lieu à l'immobilisation du navire est due à des facteurs indépendants de la volonté de l'affréteur, par exemple des circonstances où l'affréteur a des difficultés de communication locale, cette période d'attente doit être incluse dans le calcul des surestaries, non plus considérée comme indemnité d'immobilisation, mais plutôt incluse dans le calcul des surestaries. Et c'est ainsi qu'ont décidé les arbitres dans une autre affaire qu'on appelle l'affaire du navire Paphos. En résumé, le raisonnement juridique des arbitres est le suivant. C'est très simple. À partir du moment où l'affréteur avait utilisé le navire à des fins autres que celles prévues par la charte partie, cette détention n'était plus liée au contrat et que par conséquent, on devait considérer cette utilisation comme une utilisation extra-contractuelle. Alors, il va s'agir maintenant d'évaluer, puisqu'on a dit que les surestaries ressortissent du contrat lui-même. Si on sort du contrat, il faut évaluer les indemnités qui permettent justement de compenser le fait que l'affréteur a été privé de l'utilisation de son navire en dehors des périodes qu'il a imparties périodes d'utilisation qu'il a imparties à l'affréteur. Comment évaluer cette indemnité d'immobilisation? Les arbitres apprécient chaque cas, chaque espèce en particulier. Donc, c'est-à-dire les arbitres apprécient les circonstances au cas par cas. En général, le tribunal prend en considération le manque à gagner du propriétaire, c'est-à-dire le bénéfice qu'il aurait dû attendre de l'emploi de son navire sur le marché d'affrètement à temps pendant la période d'immobilisation. Et à ce montant, il conviendra d'ajouter un montant correspondant à la consommation de soute, c'est-à-dire carburant, pour ce type de navire en situation d'ancrage. La méthode de calcul qui vise à offrir au propriétaire, donc au fretteur, une indemnité complète. Et ce souci d'offrir au fretteur une indemnité complète semble être justifié par l'intention d'éviter que l'affréteur ne s'enrichisse injustement aux dépens du propriétaire du navire. Mais de manière plus importante est le fait est que l'indemnité accordée au propriétaire est généralement supérieure au montant contractuel des surestaries. C'est ça l'intérêt. Et c'est une situation qui rappelle, sous certains aspects, la différence en droit français entre le montant des loyers contractuels perçus par le bailleur et l'indemnité d'occupation versée par l'occupant qui se maintient dans les lieux sans droit. C'est vraiment un parallèle qu'on essaie de faire ici pour montrer que la détention du navire en dehors des périodes de chargement et de déchargement, c'est une détention qui n'a plus aucun lien avec le contrat et qui par conséquent, c'est une détention extra-contractuelle. Et que de ce fait, le fretteur est fondé à obtenir une réparation qui, généralement, est supérieure au montant contractuel des surestaries. Alors, tout à l'heure, le professeur Piet a rappelé des dispositions législatives et conventionnelles, notamment les dispositions de la loi française, sur la question de l'usage ou de l'utilisation des usages, de l'application des usages comme choix de loi applicable. Nous allons voir tout de suite. On a quelques exemples ici. L'article 1511 du Code de procédure civile, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur, prévoit que le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce. Il est évident que cet article fait référence non seulement au droit national, mais également à d'autres règles telles que les coutumes, les usages, les principes généraux du droit, en d'autres termes, à la lex mercatoria. L'article 346 du Code de commerce allemand
oblige les tribunaux à prendre en considération les usages commerciaux lorsqu'ils se prononcent sur les conséquences juridiques des actes et des transactions des parties. Uniform Commercial Code, qui donc regroupe les dispositions du Code de commerce des États-Unis, rappelle dans un article 1-205 que les usages du commerce national sont des pratiques ou des méthodes commerciales observées avec une telle régularité dans un lieu ou un commerce que l'on peut s'attendre à ce qu'elles soient observées dans le cadre de la transaction en question. La Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises, de 1980, prévoit également à l'article 9 que les parties sont non seulement liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles, mais qu'elles sont également considérées, sauf convention contraire, comme ayant implicitement rendu applicable à leur contrat ou à sa formation un usage dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est notoirement applicable et régulièrement observé par les parties à des contrats du type de celui en cause dans la branche commerciale considérée. Je crois que c'est une définition qui vraiment englobe qui reflète toute la notion, le contenu de la notion de l'exmercatoria. Cette définition donnée par la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises. L'Institut international pour l'éducation du droit privé international, l'UNIDROIT, a également adopté des principes relatifs aux contrats commerciaux internationaux. Je crois que c'est maintenant quelque chose de très connu. Il résulte donc de toutes ces dispositions que les attentes présumées des participants relativement à des usages sont suffisantes pour faire naître l'obligation de les respecter. Et comme l'a souligné un arbitre maritime, l'application de la lex mercatoria est toujours bienvenue lorsque le litige est lié à plus de 2 systèmes juridiques, car la localisation dans un système juridique national donné pourrait être plutôt arbitraire. La plupart des contrats relatifs au commerce international en général et les chartes parties en particulier sont liés à plus de 2 lois nationales, notamment la loi du pavillon, la loi du fort, etc. Et dans ce cas, la lex mercatoria apporte généralement une bonne solution, parce que le processus est direct et ne nécessite pas de conflit de loi. Et comme le suggère donc un auteur, Michael Medwick, en choisissant la lex mercatoria plutôt qu'une loi nationale ou le système de conflit de loi, les marchands, s'entendent les commerçants, les acteurs du commerce international, les marchands évitent donc les surprises que réservent les lois commerciales nationales dont l'application est souvent impossible à prévoir au moment où les parties structurent une transaction internationale. Alors, quid de l'exécution de la sentence? Les sentences qui ont fait application de la lex mercatoria, on peut se demander si leur exécution ne pose pas de problème. En ce qui concerne cette exécution, il faut souligner que toutes les sentences arbitrales de la CMP qui viennent d'être mentionnées dans cette présentation ont été exécutées par les parties sans l'intervention d'un tribunal national. Et je crois que c'est vraiment un point central de cette présentation et des discussions qui vont intervenir, parce que je crois que lorsque les arbitres rédigent une sentence, le souci premier, c'est d'avoir une sentence qui sera appliquée. C'est ça l'objectif d'une sentence. La sentence n'est pas là pour dormir dans les tiroirs, etc. C'est précisément son objectif est d'être appliqué par les parties, soit par préférence, de manière, c'est-à-dire automatique, sans l'intervention d'une quelconque institution ou d'une quelconque autorité. Il se trouve qu'ici, toutes ces sentences ont été appliquées, exécutées par les parties sans l'intervention d'un tribunal national. Et je crois que cette spontanéité dans l'exécution de ces sentences, c'est la marque de l'acceptation par la communauté maritime de la règle de la détention extra-contractuelle telle que conçue et appliquée par les arbitres maritimes. C'est un point central, à mon avis, que celle qui est liée à l'application sans l'intervention d'un tribunal des sentences qui ont été évoquées ici. Alors, un autre aspect qui est intéressant à mentionner, à souligner, c'est le contrôle juridictionnel de la sentence par les juridictions nationales. Tout à l'heure, le professeur Piet a rappelé la décision de la Cour de cassation française dans l'affaire Valenciana du 22 octobre 1991, dans laquelle décision la Cour de cassation, dans son arrêt, a indiqué
que la Lex Mercatoria était un ensemble de règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu la sanction des juridictions nationales. Donc, cette décision donc, repose sur le constat que la Lex Mercatoria, qu'il s'agisse d'un usage commercial ou d'un principe général de droit international, est une règle de droit. C'est une règle de droit. Je crois que c'est le point qu'il faut essayer. C'est une règle de droit, même si elle n'a pas été créée par un souverain national. Donc, les législateurs nationaux n'ont pas seuls vocation à créer le droit. La Lex Mercatoria est une règle de droit et c'est pourquoi la règle de la détention extra-contractuelle du navire dans le permis au voyage est considérée comme une règle acceptée par les parties au commerce international, en particulier entre les fretteurs et les affréteurs au voyage. En conclusion, il faut rappeler quelques mots de différents auteurs. Le premier est un magistrat, c'est Lord Mansfield, qui déclarait dans une affaire Luke versus Light, disait que le droit maritime n'est pas le droit d'un État en particulier, mais la loi générale des nations. Le droit maritime n'est pas le droit d'un État en particulier, mais la loi générale des nations. Et plus récemment, un autre auteur a écrit que le droit maritime a une grande tradition d'universalité et d'uniformité. Or, les désirs d'uniformité ainsi que les désirs de prévisibilité du droit et la croyance en des solutions justes sont les trois objectifs fondamentaux essentiels de toute théorie du droit. Et dans les litiges relatifs aux chartes parties, les arbitres atteignent cet objectif de prévisibilité en comprenant le comportement raisonnable et les attentes justifiées des parties à la lumière des usages de leur commerce particulier, c'est-à-dire en appliquant la Lex Mercatoria. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher maître, pour votre présentation très intéressante qui s'inscrit dans la droite lignée de ce que vient de nous présenter le professeur Gaël Piette. Ça nous donne beaucoup à réfléchir sur cette Lex Mercatoria appliquée au droit maritime. Et d'ailleurs, nous avons la chance d'avoir parmi nous le professeur Philippe Delbecq, qui est président de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Et ces exemples tirés de la jurisprudence de la CAMP sont vraiment très édifiants à cet égard. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais peut-être laisser la parole maintenant à mon collègue Issifou, si tu as quelque chose à ajouter ou peut-être pour lancer le débat et puis bien sûr ouvrir tout simplement la discussion. N'hésitez pas à prendre la parole et à allumer aussi vos caméras si vous le souhaitez pour poser vos questions. Très bien. Merci beaucoup, Natalia. Je pense qu'il faudra remercier les intervenants pour ce tour de la Lex Mercatoria dans une approche assez théorique et vraiment pratique. Et la chance, c'est de les avoir parmi nous, mais aussi d'avoir le professeur Philippe Delbecq parmi nous. Donc, je pense que la parole est maintenant libre. Les intervenants peuvent poser la question, mais en attendant, il me semble qu'on va devoir donner à titre prioritaire la parole au professeur Philippe Delbecq pour peut-être éventuellement un complément ou voilà, des questions avant de laisser les autres intervenants poser les questions. Oui, merci. J'étais très intéressé d'entendre les deux intervenants que je remercie encore une fois, hein, et je remercie également pour toute l'attention qu'ils portent et l'intérêt qu'ils portent à la Chambre arbitrale maritime de Paris, naturellement. Alors, sur le sujet lui-même, la Lex Mercatoria, Gaël Piette l'a bien relevé, c'est un sujet qui est controversé, hein. Il y a eu, si j'ose dire, à la suite des écrits de Berthold Goldman, il y a une trentaine d'années au moins déjà, le temps passe très vite, un certain engouement pour la Lex Mercatoria. Et je me souviens, moi, c'était l'époque à laquelle je préparais mon concours, le professeur Lagarde s'était inscrit contre les thèses de Berthold Goldman, et déjà à l'époque, donc, il y avait une controverse assez vive entre ces deux grands auteurs, hein, de droit international, hein, un auteur très ouvert, Berthold Goldman, et un auteur beaucoup plus classique, rigoureux, mais excellent, hein, Paul Lagarde, sur ce thème de la Lex Mercatoria. Aujourd'hui,
30 ans ou 40 ans plus tard, on constate tout de même que la lex mercatoria n'a pas tellement fait de progrès, hein. On a du mal à dégager l'existence de cette lex mercatoria. Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, et on est tous très émus en évoquant son nom. Vous parliez d'Emmanuel Gaillard. Emmanuel Gaillard lui-même, qui est grand spécialiste d'arbitrage international, inutile de le souligner, exprimait aussi ses réserves à l'égard de la lex mercatoria, hein. Donc ce n'est pas un ordre juridique, hein. Il y a simplement des applications, hein. Et je crois qu'effectivement, en matière maritime, il y a des applications de cette idée de loi des marchands, hein, de loi des armateurs, de toute cette communauté maritime. On en voit des expressions, des applications, notamment en matière d'avarie commune, hein, qui du reste sont mises en musique dans la fameuse affaire Ever Given, hein, qui a beaucoup soulevé récemment, hein, un émoi, encore une fois, dans cette communauté maritime. Donc le thème est bien sujet, est bien choisi, mais je crois que on peut se demander aujourd'hui, effectivement, ce qu'il en est de la lex mercatoria ou de la lex maritima, hein. Moi, ce que je peux vous dire, depuis que je suis à la Chambre arbitrale maritime de Paris, puis depuis que j'assure la présidence, depuis un certain temps, je dois vous dire que on a peu d'occasions d'appliquer véritablement cette lex mercatoria, cette lex maritima. On tient compte naturellement des usages, hein, qui ont beaucoup d'importance, mais ce serait difficile, si vous voulez, de donner un corpus juridique précis, une consistance juridique précise sur cette lex maritima mise en œuvre par les arbitres. Les arbitres appliquent d'abord le contrat, hein. Ça, c'est la règle fondamentale, hein. Et on n'est pas là pour dénaturer le contrat, on est là pour appliquer le contrat, pour comprendre le contrat, hein. Et c'est d'abord le contrat qui doit être respecté. Ça, je crois que c'est la règle première. Alors, parfois, il est vrai qu'il y a des questions assez nouvelles qui se posent, hein. On a été confronté il y a une dizaine d'années à ces questions de hardship, hein, des révisions, à la suite notamment de la crise des subprimes dans les années 2008, hein. Et on s'était demandé justement s'il fallait interpréter de manière très ouverte les clauses de hardship que l'on trouvait dans les contrats d'affreitement, non pas dans les contrats d'affrètement, dans les contrats d'affreitement, hein, dans les COA. Et la jurisprudence de la Chambre a été une jurisprudence très classique. On n'a pas fait preuve d'imagination particulière. On s'est borné à appliquer les clauses du contrat. Le problème s'est posé également à propos de contentieux assez important sur la rupture d'agences maritimes, de contrats d'agents maritimes. Vous savez que selon que l'on applique la loi française, hein, ou même la loi belge ou la loi allemande, ou la loi anglaise, d'un autre côté, hein, les solutions sont différentes parce que les Anglais n'ont pas transposé la directive sur les agents commerciaux, et par conséquent, si le contrat d'agent maritime est soumis à la common law, à la loi anglaise, eh bien, l'agent, lorsqu'il est remercié, n'a droit à aucune indemnité. En revanche, si l'on applique la loi belge ou la loi française, ou même la loi allemande, eh bien, l'agent maritime qui est remercié a droit à une indemnité. Bon. Alors, la question qui s'était posée était de savoir si, lorsque le contrat était un contrat international, lorsque le contrat d'agence avait une dimension internationale, est-ce qu'il fallait s'en tenir à une loi interne, ou est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, dégager des règles matérielles en quelque sorte? Donc là, la question de la lex maritima s'était posée, et c'est vrai qu'il y a eu une ou deux décisions assez originales sur cette question qui ont considéré que, alors même que la loi française était applicable, eh bien, on pouvait considérer que il fallait dépasser les termes de la loi française pour modérer, si j'ose dire, l'indemnité qui pouvait être due à l'agent maritime. Mais je n'ai pas tellement d'autres exemples à donner, hein.
encore une fois, d'application de la lex maritima. Serait peut-être intéressant de faire une étude comparée entre la jurisprudence anglaise ou la jurisprudence arbitrale anglaise et la jurisprudence arbitrale française, qui est beaucoup moins riche malheureusement, pour savoir si effectivement nos amis anglais ne valorisent pas, eux, la lex maritima, contrairement finalement à ce que l'on peut faire en droit français, une fois encore. Voilà les quelques petites réflexions qui me venaient à l'esprit en écoutant les deux orateurs que je remercie une fois encore. Merci beaucoup, professeur Philippe Delbecq, pour ces compléments assez édifiants. Il est d'usage, depuis qu'on a commencé nos séries de webinaires, de faire quelques séances photos pour nos rapports et nos différents postes. J'aimerais bien vous demander avec toute humilité d'ouvrir les caméras pour ceux qui le veulent bien, afin de nous permettre de prendre quelques petites photos pour les rapports, juste pour 1 minute. Alors, Junior, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Ok, très bien. Donc, quelques petites minutes, secondes encore. Est-ce que je peux intervenir sur les commentaires du professeur Delbecq, s'il vous plaît? Ok. Oui, bien sûr. Bien On sûr. pourra peut-être attendre la fin pour faire les photos. Qu'est-ce que tu en penses, Issifou? Ok, très bien. Si les gens y seront jusqu'à la fin, pourquoi pas, Natalia? La discussion. Ok, merci beaucoup, Natalia. Maître, oui, vous pouvez y aller. Je disais tout à l'heure, je pense que, enfin, je remercie le professeur Delbecq, que je salue d'ailleurs au passage, parce que j'ai eu l'occasion de le faire tout au début de mon intervention. La jurisprudence anglaise, effectivement, a eu à statuer sur différentes questions, notamment la Cour, la London Queen's Bench Division, le Commercial Court, a eu à statuer sur des recours justement, contre les sentences et où il a estimé qu'effectivement il y avait une application de la lex maritima. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce que le papier que j'avais présenté au Congrès des arbitres maritimes, au Congrès international des arbitres maritimes, c'était un document relativement complet, puisque j'avais fait une recherche quand même en jurisprudence française, m'appuyant sur la jurisprudence ou sur les sentences de la Cour de Chambre maritime de Paris, mais également de différentes autres institutions d'arbitrage, notamment les institutions appliquant le droit anglais, en Angleterre en particulier. Effectivement, je crois qu'il y a une avancée, il y a une reconnaissance également de la spécificité du droit maritime, de la lex mercatoria, à l'occasion du règlement de certains litiges. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose effectivement de très, très courant, on ne fait pas tous les jours, mais effectivement, il y a une application relativement, j'allais dire, régulière ou raisonnable de la lex mercatoria dans certaines décisions en Angleterre. C'est vrai que le texte que j'avais lu à l'époque contenait des références qui dataient d'il y a peut-être maintenant 20 ans, 25 ans. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas s'il faudrait peut-être les actualiser, voir un peu ce que ça donne aujourd'hui en termes d'application de la lex mercatoria, ou de la lex maritima, pour être plus précis, dans les litiges relatifs au commerce maritime international. Parce qu'il y a souvent l'application de notions qui sont relativement traditionnelles dans le droit maritime, comme les principes de once in demurrage, always in demurrage, ou bien la question de safe berth, safe port, des notions que les gens estiment faire partie du commerce, du secteur ou de la communauté de marchands, cette communauté particulière. Donc, je crois que c'est dans l'application de ces notions-là ou de ces concepts-là qu'interviennent ces sentences qui font application de cette lex mercatoria particulière qu'on appelle lex maritima. Et je crois que c'est peut-être là le sens de nos interventions à nous deux, à savoir, effectivement, il existe encore une communauté communauté professionnelle avec des règles qui leur sont propres, que les arbitres, à l'occasion des litiges, évidemment, si la loi, si le contrat leur permet, le contrat d'arbitrage leur permet,
qu'ils permettent, qu'ils doivent appliquer. Donc je pense que c'est important, mais je salue effectivement le commentaire du professeur Delbecq, à savoir que depuis peut-être les années 80-90, il n'y a pas beaucoup d'évolution dans l'application par la Chambre arbitrale maritime de Paris des règles de la lex mercatoria. Merci. Alors, il y a peut-être d'autres questions. On n'a pas encore de questions, mais vous pouviez effectivement poser des questions dans le chat ou encore activer plutôt vos micros et puis les poser directement. Monsieur le professeur Delbecq, est-ce que les deux dernières sentences dont vous avez parlé sont publiées, ou au moins est-ce que le résumé est disponible dans une gazette de la Camp? Parce que ça m'intéresse. Tous les résumés sont... On fait les résumés des résumés sont publiés dans la gazette de la Camp. Hein. Oui. Depuis que la gazette existe, c'est-à-dire depuis maintenant une quinzaine d'années, quoi. Donc vous trouvez tous les résumés, et également vous trouvez les résumés, alors des résumés, non pas les résumés des résumés, mais les résumés qui sont publiés régulièrement au droit maritime français. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que vous vous souvenez des années de ces sentences? Sur l'agent maritime ou sur les rares originales dont vous avez parlé qui ont un peu dépassé la loi française? Oui, bah c'est les agents maritimes. L'agent maritime, ça remonte à 7 ou 8 ans. Voilà. Il y a eu toute une série de contentieux, à un moment où les armateurs voulaient se débarrasser de leurs agents, et donc il y a eu beaucoup de contentieux sur la rupture des contrats d'agents. Et donc maintenant les agents, il y a une politique des armateurs pour internaliser, hein, en quelque sorte les agents. Merci beaucoup. Mais depuis, il n'y a plus de contentieux. À ma connaissance, il n'y a plus de contentieux sur la question des ruptures de contrat d'agence, parce qu'il y en a beaucoup moins. Merci beaucoup. Je vois que M. Amouzou lève la main. Oui, c'est ça. Marus, vous pouvez poser votre question? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie les intervenants pour leur présentation. En fait, j'ai une question. Ma question, c'est de savoir si il existe une lex mercatoria ou plusieurs lex mercatoria. C'est pareil pour la lex maritime. En existe-t-il une ou plusieurs? Je peux toutefois développer, hein, mais... Merci beaucoup. Oui, je pense que les professeurs peuvent répondre directement. Natalia, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'on va laisser le soin au professeur Piette de répondre à la question. Éventuellement, je verrai si je peux compléter. D'accord. Oui, d'autant plus que c'est une question qui est posée par un autre de mes doctorants. Alors, la question de savoir s'il existe une ou plusieurs lex mercatoria, ça suppose déjà aussi de savoir si la lex mercatoria existe en réalité. Hein. Le professeur Delbecq l'a justement souligné. Paul Lagarde, avec toute l'autorité qui est la sienne, était quand même est un adversaire redoutable de la lex mercatoria. Ce n'est pas le seul. Monsieur Pamboukis ou Monsieur Cassis sont aussi pas mal opposés à cette notion. Bon, si on part de l'idée que la lex mercatoria existe, effectivement, la question est assez intéressante de savoir s'il existe une ou plusieurs, parce que le point de départ de la lex mercatoria, c'est quand même une communauté de marchands assez homogène. Donc, quand on a affaire à des marchands qui sont dans des secteurs d'activité très différents, finalement, on pourrait presque se dire qu'il existerait une lex mercatoria par secteur d'activité. Bon, il me semble que ça nous amènerait dans des ramifications qui seraient un petit peu complexes. Il faut peut-être rester à un certain niveau de généralité. Bien, monsieur Malekivou.
on associe assez souvent la lex mercatoria aux principes généraux. Les principes généraux, il y a bien cette idée de généralité derrière. Pour la lex maritima, c'est un petit peu pareil. On a un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur la lex maritima. On a un groupe de travail au CMI sur des restatements of lex maritima. Je pense au professeur Cachard, je pense au professeur Van Hooijdonk, qui ne sont déjà pas d'accord entre eux sur le nombre de principes ou de grandes règles que l'on insère dans la lex maritima. Ça va de 7, 8 à 22, 25. Bon. Je pense en tout cas qu'il faut rester à un certain niveau de généralité, mais finalement, la lex maritima, moi, je lui trouve surtout un intérêt théorique. C'est intéressant de réfléchir à ces grandes notions, finalement, du droit maritime, en quelque sorte, à ces grandes pratiques, à ces principes, qui finalement ne sont peut-être pas d'applicabilité directe ou pas toujours. Et Philippe Delbecq nous a bien montré qu'au niveau de la CIMP, finalement, l'application en est assez rare. Juste pour compléter, peut-être un argument relatif à ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur Piat, à savoir, est-ce qu'on assiste à un éclatement de la lex mercatoria ou est-ce qu'il faut rester à un concept plus homogène, plus général? J'avoue qu'il y a aujourd'hui la tentation par des praticiens du secteur pétrolier de mettre de donner vie à un concept qu'ils appellent l'ex-pétroléa. Vous savez, voilà, parce que j'estime qu'il y a des principes qui appartiennent au secteur, enfin, à la pratique des pétroliers. Les pétroliers sont tendants du secteur pétrolier, de tous les acteurs du secteur pétrolier. Donc, il y a tout un développement. Il y a un auteur canadien qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui travaille beaucoup là-dessus, qui est arbitre d'ailleurs, qui est vraiment un des promoteurs de ce concept de l'ex-pétroléa. Et bon, je crois qu'on est là dans ce que vous disiez tout à l'heure, bon, cette tentation par certains de vouloir créer une lex mercatoria de leur spécialité, enfin de leur corps de métier ou de leur communauté marchande. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Yacoba Sila-Koita, vous avez demandé de poser une question. Merci de me donner la parole. Je vous présente mes excuses pour ne pas activer ma caméra, étant donné que l'on nous avait demandé de la maintenir éteinte. Je n'ai pas pris mes dispositions pour l'activer. Je m'en excuse donc. L'intervenant précédent a posé l'une des questions que je souhaitais soumettre aux panélistes. C'est heureux parce que ça va me permettre de parler beaucoup moins longtemps. Je voudrais me permettre un petit commentaire dans un premier temps avant de poser ma question. L'idée que je vais partager, la réflexion concerne un point qu'a évoqué le professeur Piette, qui est relatif à la naissance, la création des normes de lex mercatoria. Il a indiqué ses réserves sur l'idée de la création des normes de lex mercatoria par l'arbitre. Il n'est pas le seul à le penser, c'est une idée qui est assez largement partagée, mais à côté ou en face, on a des auteurs, des théoriciens qui pensent le contraire. Et d'ailleurs, dans l'article du professeur Goldman que l'on a cité, Frontières du droit et lex mercatoria, certes indique-t-il qu'il ne trouve pas d'intérêt en réalité à distinguer si l'arbitre applique simplement ou crée les normes de lex mercatoria, mais il indique en réalité qu'il aurait tendance à penser qu'en plus de les appliquer, il les crée. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est une nouvelle manifestation de cette branche, en quelque sorte, de cette ligne de pensée. C'est l'entrée, en quelque sorte, dans le domaine de l'arbitrage, de la théorie réaliste du droit que nous connaissons tous, qui est cette idée
qu'en réalité, avant l'intervention du juge, ou en tout cas du tiers de façon générale, et donc y compris de l'arbitre, eh bien, il n'existe pas de droit. C'est l'arbitre, le juge, qui crée le droit par l'application qu'il en fait ou par l'application qu'il fait des règles dans un contentieux précis. Et ici en France, l'un des travaux principaux qui ont été menés sur ce domaine, c'est la thèse du professeur Florian Grisel. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'on a initialement deux parties qui ont un contentieux, et c'est seulement lorsqu'elle présente ce contentieux à l'arbitre et qu'il applique une règle de droit que naît le droit. Et donc, j'ai trouvé cela très intéressant. Ce n'est pas une idée qui est assez répandue encore, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Je ne la partage pas nécessairement. Et je voulais juste mettre cela en exergue. Ma question concerne l'un des points qui est au cœur du débat qui oppose les personnes qui sont pour et celles qui sont contre l'idée de l'ex-mercatoria. On l'a longuement souligné, il y a eu de longs débats dessus, et au cœur de ces débats, on met en exergue, en tout cas les opposants à l'idée de l'ex-mercatoria, à sa juridicité ou encore à son accession à la dignité d'ordre juridique. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que, eh bien, l'ex-mercatoria ne fait pas, pour bénéficier de sanctions, a nécessairement besoin de l'appareil étatique. Donc, le professeur Goldman, comme un grand nombre d'auteurs de l'école de Dijon et d'autres encore, ont indiqué, ont beaucoup travaillé sur l'idée que, en fait, les commerçants disposent de leurs propres règles et de leur propre système de sanctions. Et ils ont mis en exergue un certain nombre de trucs. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ma question est de savoir aujourd'hui quelle est l'actualité, quelle est la réalité de ces sanctions. Est-ce que dans votre pratique au quotidien, vous rencontrez effectivement ce système endogène à la société des commerçants? Est-ce que cela est une réalité aujourd'hui? Ce sera tout pour ma question. Merci beaucoup. Hein. Je pense que la parole est libre. Les intervenants peuvent rebondir ou y répondre directement. Vous avez coupé votre micro, mettez à voix calme, folle. Votre micro est coupé, mettez à voix folle. Ouais, c'est bon. Alors, je vais jeter à l'eau pour répondre, peut-être, bien que n'étant pas arbitre en ce moment de questions qui faisant appel ou faisant application de la lex mercatoriale. Je pense que si je me réfère aux sentences que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a d'autres, parce que dans l'étude que j'avais faite à l'époque, j'avais recensé un certain nombre de sentences, aussi bien françaises qu'étrangères. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, c'est qu'on observe, ou on a observé que les sentences qui avaient été rendues par la CMP ont été toutes exécutées sans l'intervention d'une autorité judiciaire nationale. Je crois que c'est pour moi un point fondamental. Encore une fois, quand l'arbitre décide, donc quand il rend une sentence, c'est pour que cette sentence soit exécutée. Encore une fois, je crois que c'est vraiment ça, c'est le cœur de l'arbitrage. L'arbitrage, ce n'est pas seulement pour régler un litige et dire le droit, mais il faut que la sentence qui résulte de cette application du droit puisse être appliquée, cette sentence puisse être appliquée. Or, on observe que ces sentences ont été exécutées tout à fait sans problème. Encore une fois, et immédiatement par ceux à qui ces sentences étaient opposées. Donc, je crois que c'est le critère qui montre que la sanction est acceptée, si tant est qu'on puisse parler de sanction, en tout cas que la décision des arbitres est acceptée par ceux-là même qui ont fait appel à lui ou à eux, qu'il s'agisse d'un tribunal de droit ou d'un seul arbitre. En toute cause, il y a, si j'ai bien compris le sens de votre question, vous parlez de sanctions, est-ce que l'application de l'ex mercatoriale est acceptée? Moi, je pense que dans les sentences que j'ai évoquées,
l'application de la lex mercatoria est tout à fait acceptée et a été exécutée, encore une fois, sans l'intervention d'une quelconque autorité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'application de la lex mercatoria, en tout cas ici en France, le professeur Delbecq l'a rappelé tout à l'heure. Il faudrait peut-être interroger d'autres systèmes juridiques pour voir si non seulement il y a application de la loi de la lex mercatoria ou lex maritima, selon qu'on est dans le domaine maritime ou pas, et puis voir est-ce que les décisions appliquant cette lex mercatoria ont été appliquées, ont été bien reçues, acceptées par ceux à qui elles étaient destinées. Est-ce que vous me permettez de préciser quelque peu ma question? Je vous en prie. Effectivement, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Et effectivement, ça pose la question de l'application des sentences, mais ma question va un peu au-delà, en fait. Dans l'article fondateur du professeur Goldman, il consacre un certain nombre de développements à la question de la juridicité de la lex mercatoria. Et pour l'expliquer, il indique en effet que la plupart des sentences arbitrales sont appliquées de façon volontaire, sans que cela ne nécessite de recourir à l'appareil de l'État. Mais il met également en exergue que la juridicité de la lex mercatoria n'est pas une juridicité de seconde zone. En réalité, ce sont des règles qui sont juridiques par regard aux critères traditionnels de la définition du droit, à savoir qu'elles sont établies par des autorités, bien qu'il ne s'agisse pas d'autorités étatiques, ce sont des autorités professionnelles, mais également que ce sont des règles qui sont bien sanctionnées, même si la contrainte en question n'est pas une contrainte qui vient de l'État. Et donc, concrètement, lorsque une sentence a été rendue à l'encontre d'une personne et que cette personne ne souhaite pas s'y soumettre, eh bien, la société des commerçants dispose d'un certain nombre de mécanismes comme l'excommunication, pour le dire classiquement, de cette personne de la communauté. Donc, on va la sortir par un moyen ou par un autre du circuit. Donc, ce que je souhaiterais savoir, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que l'on a de telles manifestations voilà, au-delà même de l'application des sentences, est-ce que les commerçants récalcitrants sont sanctionnés d'une autre manière? Je pense que c'est une précision que je n'avais pas tout à l'heure quand je répondais à vos questions, parce que j'en étais en premier stade, mais vous allez un peu plus loin, effectivement. Et votre question renvoie à d'abord la conception même de la lex mercatoria. Est-ce que c'est un ordre juridique ou pas? Nous sommes partis du fait qu'effectivement, malgré le débat qui existe entre les tenants et les opposants à la théorie de la juridicité, ou même de l'existence même de la lex mercatoria, je crois qu'il y a besoin peut-être d'aller un peu plus loin et voir si on accepte ou pas que la lex mercatoria existe. Or, nous sommes partis du postulat plutôt que la lex mercatoria existe. C'est un choix de principe. Et ensuite, maintenant, vous dites, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe si une décision intervient, une sentence, qui n'est pas exécutée par un membre de la communauté marchande ou la communauté des marchands? Effectivement, ça pose une question une question pratique. Il faut voir, il faut interroger peut-être les systèmes juridiques pour voir est-ce qu'il y a eu des récalcitrants, comme vous les appelez, qui n'ont pas voulu se soumettre à la décision rendue par les auteurs faisant application, par les arbitres plutôt faisant application de la lex mercatoria. Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à dire, mais je pense que si on part de l'idée que nous sommes dans un ordre juridique, avec donc, toutes les caractéristiques que vous avez écrites, et surtout le moyen de contrainte, exercé non pas par un État, mais par la communauté, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, on doit pouvoir contraindre le récalcitrant à se soumettre à la sentence. Maintenant, par quel moyen, vous me direz, bon, ça, je ne peux pas pour le moment spéculer là-dessus, mais je pense que sur le principe, il faut partir de là, il faut partir de l'idée qu'il y a un ordre juridique qui est là, que la lex mercatoria est un ordre national qui revêt toutes les caractéristiques d'un ordre juridique, et que par conséquent, la sanction doit lui être reconnue. Mais comment exercer cette sanction? Est-ce qu'on a des exemples, comme vous dites, de sanctions de récalcitrance? Ça, je n'ai personnellement pas de l'outil, mais je pense qu'on doit pouvoir, en le mettant sur au banc de
au nom de la communauté, ou enfin, il y a différentes manières. Oui. Je ne sais pas si je peux ajouter une chose. Oui, excusez-moi, donc Oui, bien sûr. je vais reprendre la parole une seconde. Moi, je partage tout à fait ce que dit Maître Fall, à savoir que la sanction, elle est d'abord sociologique, hein. On est dans un milieu, hein, et donc si on ne respecte pas les règles du jeu, on est mis hors banc, en quelque sorte, hein. Euh, et donc, ce que disait Maître Fall est tout à fait exact, c'est que les sentences, puisque en matière maritime, l'usage c'est d'aller en arbitrage lorsqu'il y a un conflit, et l'usage est donc de respecter les sentences, hein. Et c'est vrai que pendant longtemps, les sentences étaient dûment respectées, il y avait peu de contentieux donc sur l'exécution des sentences. Mais si on voit la situation aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, on s'aperçoit tout de même que, et là à regret, hein, que les choses ont quand même singulièrement changé, parce que le monde maritime n'a plus la même homogénéité que par le passé, hein. Les armateurs, si j'ose dire, pendant longtemps, hein, étaient des gentlemen ou des gentlewomen, si je puis me permettre. Mais aujourd'hui, le monde des armateurs, c'est un monde essentiellement de financiers, avec des raisonnements différents, des pratiques différentes. Et le monde donc maritime est beaucoup plus tendu que par le passé, hein. Et il y a beaucoup plus de contentieux, et les règles précisément ne sont pas toujours respectées. Donc il faut tenir compte de l'évolution, hein, donc du monde maritime, qui est une évolution très, très importante, hein. Il y a de nouveaux acteurs qui interviennent, hein, et ce qui fait que on- la sanction du milieu, qui devrait être la sanction naturelle, elle ne joue plus nécessairement, malheureusement. Et j'ajouterais une autre chose, c'est que pendant longtemps, le Comité maritime international a joué un rôle important en matière maritime, justement pour essayer de réfléchir ensemble, de proposer des textes. Mais aujourd'hui, le CMI, le Comité maritime international, n'a plus la même légitimité que par le passé, hein. La légitimité aujourd'hui, elle provient des Nations Unies, hein. Le monde a considérablement changé, hein. La Chine est intervenue et elle est maintenant dans la cour des grands, si j'ose dire, hein. Et derrière la Chine, il y a de très nombreux pays, hein, qui ont d'autres pratiques, d'autres usages. Et c'est la raison pour laquelle bon, le CMI aujourd'hui, quel que soit son intérêt, hein, n'est plus à même justement de fabriquer cette lex maritima, hein. Il faut tenir compte donc de ces évolutions qui sont des évolutions assez profondes, hein. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on ne peut plus raisonner comme on pouvait le faire du temps de Berthold Goldman et de Paul Lagarde. Beaucoup de choses ont changé. Merci beaucoup, maître et monsieur le professeur, pour vos éclairages sur cette question. Je vois qu'on a un peu dépassé le temps annoncé, donc peut-être pour ne pas retenir trop nos intervenants, on peut prendre une petite question. Ou qu'est-ce que tu en penses, Issifou? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, Natalia. Je vois que Madame Rekanga, vous leviez la main. Est-ce que vous avez toujours une question à poser? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je tiens déjà à remercier tout le monde pour ce webinaire et l'association togolaise droit maritime, le club d'arbitrage, plus particulièrement aussi professeur Gaël Piet, qui est là mon directeur de thèse. Et il sait que ce n'est pas mon domaine de prédilection, je ne fais pas de l'arbitrage. Je suis une martimiste et internationaliste, mais pas de l'arbitrage. Donc, ce sujet un peu pointu m'a vraiment intéressée. Et moi, je souhaiterais surtout, mais je pense que le professeur Delbecq aussi a répondu en partie, parce que je voulais savoir pourquoi la lex mercatoria n'était plus utilisée, parce que d'après ce que j'ai pu entendre, la Cour de cassation en 1952 disait qu'elle avait une force obligatoire, donc que l'arbitre ne dépassait pas ses limites lorsqu'il utilisait en fait
lorsque il utilisait l'ex mercatoria. Donc, du coup, en fait, j'en viens de me poser la question, est-ce que sur l'année, par exemple, 2020 ou dans les 5 dernières années, statistiquement, combien de fois a été utilisé l'ex mercatoria dans les affaires de la CAMP? Je vous remercie. Merci pour votre question. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Sur vous dis, sur la jurisprudence, enfin, entre guillemets, de la CAMP, hein, c'est dans les 5 dernières années, pour répondre précisément à votre question, il n'y a pas eu d'application de ce que l'on peut appeler la lex maritima. Hein. Il y a naturellement des références aux usages. Hein. Once in demurrage, always in demurrage, bien sûr. Hein, donc les usages, notamment, hein, comme disait Maître Fall. Hein, mais pour des exemples importants de l'ex maritima, je serais bien normal de vous en donner, quoi. Si je peux ajouter quelque chose qui va dans le sens de ce que vous dites, monsieur le professeur, j'avais analysé la jurisprudence, les sentences de la CCI qui sont publiées dans le JDI et on remarque la même chose, c'est-à-dire que depuis de la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, il y a des sentences très importantes, donc qui sont peu nombreuses, mais qui sont là tout de même, qui ont appliqué la lex mercatoria en tant que telle, c'est-à-dire que l'arbitre l'a utilisée parce que les parties n'avaient pas assez bien déterminé la loi applicable, donc il a substitué la lex mercatoria, mais après, elle n'a pas été utilisée comme ça. Alors on peut peut-être, selon la définition qu'on retient de la lex mercatoria, dire que l'arbitre l'a appliquée dans d'autres sentences, mais c'est pas si clair effectivement que ce qu'on pouvait voir dans les années 80, ou peut-être que ça correspond justement au courant doctrinal sur lequel les arbitres pouvaient s'appuyer, et aujourd'hui, comme effectivement il est moins utilisé, bien c'est vrai qu'on voit moins des sentences recourir comme ça à la lex mercatoria. Je pense qu'elle peut aussi, elle peut intervenir, cette lex mercatoria, à titre subsidiaire, comme le rappelait le professeur Delbecq tout à l'heure. À titre principal, les parties auront choisi une loi, mais que dans l'application de cette loi, l'arbitre ou les arbitres ont constaté une certaine insuffisance, et à ce moment-là, il ferait appel plutôt à la lex mercatoria pour combler un vide, mais pas à titre principal, peut-être qu'on a plus de moins en moins l'application de cette lex mercatoria, sauf dans les cas effectivement rappelés par professeur Delbecq, dans les cas où visiblement des principes comme une fois one sort demurrage ou des gens comme ça qui sont consubstantiels, j'allais dire, à la communauté en question. Sinon, pour les autres, pour l'application d'autres principes ou d'autres lex mercatoria en général, je crois que c'est peut-être assez rare, effectivement. Enfin, en tout cas ici en France. Merci beaucoup, maître et messieurs les professeurs. Peut-être qu'on va clôturer la discussion parce qu'on a déjà dépassé un peu du temps annoncé. Ici, Fou, j'oublie pas la photo. Est-ce que tu veux la faire maintenant? Oui, je pense qu'on peut la faire maintenant. Junior, si tu es encore parmi nous, si les participants veulent bien, ils peuvent ouvrir leur micro. Juste en une petite minute, on va faire la séance photo. Alors, je vois les caméras qui s'ouvrent. C'est pas obligatoire, hein. Ceux qui souhaitent. Oui, c'est pas obligatoire, bien sûr. On peut respecter. Mettre votre photo. La tendance, c'est la protection de la vie privée maintenant, Nathalie. Alors, très bien. Très bien. Junior, c'est bon? On est parti? On peut compter jusqu'à 5 ans? Oui. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Merci beaucoup à tout le monde et puis un coucou à M. Antoine Liquier de passage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, professeur Delbecq. Merci, professeur Piet. J'espère qu'on se verra prochainement, maître. Merci beaucoup, professeur. J'espère, absolument. J'espère très bientôt. Merci, professeur Piet.
Un grand Merci. merci, professeur Merci à vous. Piet, maître Fall, et puis professeur Delbecq aussi pour vos éclairages. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Soufou. Bonjour à tout le beaucoup. monde. Merci beaucoup, professeur Merci Piet, à et vous. merci beaucoup, Maître Paul, et professeur Delbecq, toujours présent. Très bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.